Depuis hier mercredi, on sait avec précision de quoi accuse-t-on les trois personnalités de l'État arrêtées dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre. Selon le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Mario Metonou, ils ont été arrêtés parce qu'ils soupçonnaient un coup d'État pour demain vendredi 27 septembre. Seulement voilà, le scénario semble n'avoir convaincu que peu de Béninois. Que ce soit son originalité, son timing, le casting des acteurs, tout paraît gros et surtout ridicule. Colonel Pascal Tawes, Rekia Madougou, professeur Frédéric Joël Aïvo, et puis Olivier Boko, Oswald Omeki, Dieudonné Tevouedjre, tous ont en commun d'avoir été accusés de vouloir faire un coup de force pour écourter le mandat de Patrice Talon. Si le premier a échappé habilement à toutes les tentatives d'arrestation, ses lieutenants, eux, ont eu moins de chance. Une bonne quinzaine de personnes jugées proches de lui a été épiée, arrêtée puis jetée en prison pour plus de 2 ans. L'ex-égérie de Touche pas ma constitution, bien que n'étant pas accusé d'un coup de force qui attente directement à la vie du chef de l'État, a eu la peine la plus lourde, 20 ans de réclusion criminelle dans un procès où l'accusation ne pèse pas le duvet d'un oiseau. Idem pour le constitutionnaliste Frédéric Joël Aïvo, bénéficiaire, dit-on, d'un coup d'État financé par un certain Arnaud Oudénou, un mystérieux fantôme qu'on ne verra jamais pendant le procès. Là aussi, malgré l'absence de preuves matérielles et le rejet en bloc des 2 hommes complices pour le fameux coup d'État, la peine a été sans appel. 10 ans de prison pour le militant démobilisé et son acolyte policier. Il n'y a donc rien d'extraordinaire à accuser quelqu'un de vouloir fomenter un coup d'État. Au Bénin, cette accusation tend à devenir depuis 2013 une infraction courante. La seule nouveauté ici, c'est le profil des acteurs qui sont tous de la majorité présidentielle au pouvoir et tous proches du chef de l'État. Le premier, Olivier Boko, est l'ami personnel du chef de l'État qu'il suit partout comme son ombre. Lui-même n'a pas manqué de l'affubler de louanges. Olivier Boko et moi, nous sommes mélangés, ou Olivier m'a vu nu. Et ce n'est pas exagéré de dire que c'est presque à deux qu'ils ont géré le pays jusque-là. Olivier Boko ayant gardé une large parcelle de pouvoir dans la sphère publique et dans les machinations politiques. Puis il y a Oswald Homki, jeune ministre de la Jeunesse et des Sports, très proche du chef de l'État, au point où ce dernier se déplace nuitamment pour assister à l'événement Oyemi Fashion, une soirée de mode organisée par l'épouse de son ministre. Dans le sérail présidentiel, on dit même qu'il est le 3e fils du chef de l'État. Enfin, il y a Dieudonné Tevouedjre, officier supérieur d'armée peu connu du grand public à cause de la sensibilité du poste qu'il occupe depuis 2016, commandant de la garde républicaine. Le scénario de ce mardi, tel que lu par le procureur spécial, le même qui a connu de toutes ces affaires, a quelque chose d'intrigant et de ridicule. Le premier fait burlesque est la présentation du procureur. Pour une première fois, sûrement pour que le scénario soit vite gobé, il brandit des images de l'accusation. On voit des liasses de billets de banque disposés à même le sol, des sacs contenant ces billets, un véhicule supposé transporter l'argent et une capture d'écran prouvant un virement bancaire de 105 millions. Le procureur fait rappeler aux Béninois un certain Louis-Philippe Oundénion, brandissant courant 2012 des produits pharmaceutiques et d'autres radioactifs visant à empoisonner Boni Yayi. L'autre détail qui retient l'attention des uns et des autres et sur lequel le procureur a fait l'impasse, c'est la gestion des 3 co-accusés après leurs supposées arrestations. Selon des sources concordantes, seul le ministre Oswald Omki est en garde à vue. Les 2 autres sont introuvables. Le colonel Dieudonné Tevouedjre n'aurait été jamais arrêté. Pendant que les avocats de la défense plaidaient pour lui, il était toujours en liberté, confiant à certains de ses proches qu'il n'avait jamais été arrêté. Olivier Boko est aussi introuvable. Certaines sources l'annoncent en garde à vue à la direction générale de la police républicaine, alors que d'autres susurrent qu'il aurait été sorti du pays pour une destination plus sécurisée. Au finish, seul le ministre Homki est en garde à vue. Pour un coup d'État managé à 3, cela paraît surprenant. Enfin, le scénario présente lui-même un faisceau d'éléments qui renforcent le doute. La première chose qui retient de l'attention, c'est le manque de discrétion des organisateurs. Dans un pays aussi surveillé, comment comprendre que des gens qui furent collaborateurs directs du chef de l'État puissent faire autant d'extravagances pour un coup d'État, amener autant d'argent en liquidité, le faire transporter dans un véhicule, appeler nuitamment le patron en charge de la sécurité du chef de l'État et lui demander d'agir? Comment comprendre qu'un colonel qui connaît la délicatesse de sa fonction puisse accepter de se rendre chez un ancien ministre qu'il sait être en froid?
avec son patron. Évidemment, le colonel Tevodeji a joué le mauvais rôle dans cette affaire, celui de l'agent double du cheval de Troie qui a infiltré tout un système, non pas pour l'espionner et le déstabiliser. Tous ceux qui connaissent et fréquentent Oswald Homki et Olivier Boko savent qu'ils sont plus intelligents, plus raffinés, plus méfiants et plus prudents pour jouer les rôles qu'on les a attribués dans ce scénario dont l'auteur n'a pas visiblement eu trop d'inspiration. Une affaire à suivre. Pour ceux qui croyaient encore en la bonne foi de Patrice Talon, l'idée qu'il ne tenterait pas de confisquer le pouvoir en briguant un troisième mandat, les événements des dernières heures apportent un démenti formel. Les événements récents viennent dissiper toute illusion. Le message envoyé est sans équivoque. Talon semble prêt à aller jusqu'au bout de ses ambitions, rasant tout sur son passage, y compris les plus fidèles de ses alliés. Le mardi 24 septembre restera marqué dans l'histoire politique béninoise. Tôt ce matin-là, une vague d'arrestations a secoué les plus hauts cercles du pouvoir. Olivier Boko et Oswald Omeki, deux des proches de Talon, ont été interpellés dans ce qui apparaît comme une purge sans précédent. Bien que les détails soient encore flous, certaines indiscrétions laissent entendre qu'ils seraient impliqués dans un projet de coup d'État. Toutefois, cette situation soulève davantage de questions sur les motivations réelles de ces arrestations que sur les allégations elles-mêmes. Le Bénin, pays souvent cité comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, semble désormais pris dans une spirale autocratique sous la gouvernance de Talon. L'arrestation d'Olivier Boko, un compagnon de longue date de Talon et acteur clé lors de l'exil de ce dernier en France, après l'affaire de la tentative d'empoisonnement de l'ancien président Yayi Boni, envoie un signal fort à l'ensemble de l'élite politique du pays. Aucun allié n'est à l'abri de la volonté dévorante de Talon de préserver son pouvoir. Quiconque représente une menace à ses ambitions, même un fidèle ami, sera écarté sans ménagement. Oswald Omeki, ministre des Sports et homme de confiance, n'est pas en reste dans cette tempête politique. Son rôle, souvent discret mais essentiel dans les rouages du régime, s'est illustré par sa loyauté inconditionnelle. Des années durant, Omeki a été un des pivots du financement occulte des réseaux syndicaux et politiques qui ont aidé à déstabiliser le régime de Yayi Boni. Pourtant, aujourd'hui, il semble payer le prix de sa proximité avec les cercles du pouvoir, pris dans une guerre de succession qui se dessine déjà en vue des élections de 2026. Le parcours de Patrice Talon est l'exemple même de l'ambition politique démesurée en Afrique. En 2016, alors qu'il accédait à la présidence, beaucoup voyaient en lui un technocrate pragmatique capable de moderniser le Bénin. Mais rapidement, son mandat s'est teinté d'autoritarisme. En 2021, les élections présidentielles ont marqué un tournant décisif avec l'écartement de candidats majeurs comme Joël Aïvo et Rekia Madougou, emprisonnés ou empêchés de se présenter par des manœuvres juridiques discutables. Cependant, loin de se contenter de cet écrasement de la dissidence, Talon s'attaque désormais à ses propres rangs, étouffant toute velléité de contestation ou de concurrence interne. Ce qui semble guider la gouvernance de Talon est une obsession de contrôle total. La concentration des pouvoirs entre ses mains et la marginalisation systématique de toute forme d'opposition ou d'ambition politique alternative rappellent les méthodes des dirigeants autoritaires d'autres régimes africains. Mais ce qui est frappant dans son cas, c'est que même ses plus proches collaborateurs ne sont pas à l'abri de son rouleau compresseur. Ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État africain montre de telles dérives. L'histoire du continent est jalonnée de leaders qui, après avoir accédé au pouvoir par la voie démocratique, finissent par s'accrocher à leur poste par tous les moyens, y compris en sacrifiant leurs alliés. Mais ce que ces dirigeants semblent oublier, c'est que le peuple reste, en dernier ressort, le juge ultime. Comme l'a montré l'exemple récent du Sénégal, où la pression populaire a contraint le président Macky Sall à renoncer à un troisième mandat, aucun pouvoir n'est éternel lorsqu'il s'éloigne des réalités et des aspirations de son peuple. Au Bénin, la question se pose désormais, jusqu'où ira Patrice Talon dans sa quête de préservation du pouvoir? Et surtout, quels seront les impacts de cette stratégie de purges internes sur la stabilité politique du pays, en écartant brutalement Boko et Omeki,
Talon montre qu'il ne recule devant rien pour maintenir son contrôle absolu, mais il prend aussi le risque d'isoler davantage son régime. Les élections générales de 2026 semblent déjà marquer l'agenda politique du pays. Le Bénin, autrefois modèle de stabilité démocratique, se retrouve face à un avenir incertain. Alors que les opposants politiques ont été systématiquement neutralisés, la purge des ambitions internes au sein même du régime de Talon pourrait bien créer de nouvelles fractures. Le peuple béninois, quant à lui, observe cette montée en puissance du régime avec une inquiétude croissante. Si le passé récent a montré que la dissidence peut être réprimée, il a aussi prouvé que l'histoire a ses propres moyens de ramener à la raison ceux qui tentent de s'accrocher trop longtemps au pouvoir. Talon, en choisissant la voie de la répression contre ses propres soutiens, pourrait bien finir par en payer le prix, tout comme ses prédécesseurs avant lui. Ainsi, cette nouvelle vague d'arrestations n'est pas seulement un coup de semonce pour les proches de Talon, mais un avertissement à l'ensemble du pays. La folie politique du président pourrait bien précipiter le Bénin dans une crise dont il aura du mal à se relever.